Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Ewin et Didomi, partenaires opérationnels, l'IIM, Institut Internet du Multimédia du pôle Léonard de Vinci. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. E-commerce, bilan 2020 et perspectives 2021. L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a non seulement bouleversé nos habitudes de déplacement, mais également nos habitudes de consommation. Certains estiment en effet que le e-commerce a gagné 10 ans et que ce secteur ressort comme le grand gagnant de cette crise. Cependant, les chiffres sont à nuancer. Si le e-commerce a connu une croissance spectaculaire de 11% en 2019, la FEVAD estime une hausse de 6% seulement en 2020. Afin de faire le bilan de l'année 2020, nous demanderons à nos invités comment le marché s'est adapté à la crise sanitaire, quelles sont les adaptations pertinentes qui ont émergé, quels sont leurs conseils pour développer son activité e-commerce en 2021. Pour en discuter, Franck Surena de Ewin, Anna Faure de La Redoute, Jérémy Génert de Ambiance Stickers. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de The E-Commerce Society. E-Commerce Society qui accueille 3 invités. Bonjour Anna. Bonjour. Bonjour Franck. Bonjour. Et un invité en duplex, Jérémy, qui doit nous entendre et qui nous entend et que nous voyons ici même maintenant. Et sans plus attendre, notre première question, et je te demanderai, Franck, d'inaugurer cette émission en répondant en premier. Comment qualifies-tu l'année 2020 pour le secteur e-commerce ? L'année 2020 a été globalement une année hors norme et le e-commerce a été aussi hors norme avec, je crois, ce que l'on peut qualifier d'une année record, mais surtout une année charnière, une bascule, un point d'inflexion sur une adoption massive par les internautes français du e-commerce, y compris les derniers réfractaires qui, dès lors que les magasins ont été fermés, se sont massivement tournés vers le e-commerce, avec un corollaire que nous avons pu constater sur le réseau Ewin par notre activité, qui est le développement du drive et du click and collect, a priori ayant plus impacté les réseaux ou les indépendants qui avaient des structures hybrides avec des magasins physiques désormais fermés et des sites marchands. Voilà, donc 2020, une année hors norme pour le e-commerce. Merci Franck. Justement, tu viens de parler de points d'inflexion. Et il y en a un pour qui ça a été un vrai point d'inflexion, c'est pour Jérémy, qui représente aujourd'hui Ambiance Sticker. Jérémy, comment qualifierais-tu l'année 2020 pour le secteur e-commerce de ton point de vue, sachant qu'encore une fois, Franck a parlé d'un point d'inflexion et je pense que tu as plein d'exemples à nous citer concernant ton expérience de cette année 2020 sur le plan de ton activité e-commerce. Alors oui, en effet, pour nous tous, 2020 a été une année très singulière. Je dirais que nous sommes passés d'un métier d'anticipation à un métier d'adaptation. On le sait, le e-commerce est un métier où on doit se renouveler sans cesse et être en constante évolution. Et cette année 2020 fut une grande leçon. L'apprentissage a été totalement décuplé. On a appris sur nous-mêmes comment s'adapter à une situation jamais vécue, surtout quand on travaille continuellement dans l'anticipation. Ici, il a fallu quasi repartir d'une feuille blanche et découvrir, pour s'adapter à une saisonnalité bousculée. Notre quotidien avant crise était d'apprendre de nos clients avec toutes les datas possibles et il a fallu connaître nos nouveaux clients, un nouveau type d'audience. Et aussi, il est vrai que pour Ambiance Sticker, on a dû relever des défis, se restructurer, se réorganiser, se réadapter, tout ça dans un seul but de satisfaire les clients malgré les contraintes. Merci Jérémy. Ce que je retiens, c'est qu'effectivement avant, tu apprenais de tes clients. Tu as quand même continué à apprendre de tes clients puisqu'il a fallu t'adapter. C'est ce que tu évoquais toi-même. Et tu as dit également quelque chose d'essentiel, je pense, pour l'ensemble du marché. C'est aussi apprendre sur soi-même, c'est-à-dire comment on se remet en cause ou en question pour pouvoir s'adapter à des nouvelles réalités qui ne sont pas forcément simples à gérer.
Anna, j'ai manqué à toutes mes obligations en commençant par Franck cette émission, mais j'ai commencé par toi pour dire bonjour. Et je terminerai par toi pour répondre à cette première question. Effectivement, comment qualifierais-tu l'année 2020 pour le secteur e-commerce et pour la Redoute par la même occasion? Bien sûr. Je rejoins complètement ce qu'ont pu dire Franck et Jérémy. L'année 2020 a été plus qu'historique. Elle a aussi été très forte d'un point de vue humain, je pense, parce qu'on a dû revoir l'ensemble de nos paradigmes face à une telle crise. Et oui, à la Redoute, cet humain a été très fort. C'est un humain même collectif, je dirais, parce que c'est une entreprise qui a plus de 2000 collaborateurs. Et quand du jour au lendemain, la crise arrive et qu'il faut revoir l'ensemble de nos façons de travailler, notre business, nos modes de prise de décision, c'est sûr que c'est très fort. Moi, je suis un bébé Redoute. J'ai commencé même en alternance lorsque j'étais encore en études de commerce à la Redoute. Et déjà là, je suis arrivée en 2013-2014 au moment du rachat de la Redoute par Eric et Nathalie. Et déjà là, l'humain était fort et le collectif était fort parce qu'il fallait à ce moment-là redresser l'entreprise. Là, on pensait avoir presque tout vécu, c'est quelque chose d'encore plus fort qui arrive. Et bien sûr que cette aventure sans le collectif, on n'y serait pas arrivé. Et après, bien sûr, d'un point de vue performance, la Redoute fait partie du digital, donc elle a connu des performances assez historiques. Sans savoir que il y a eu un vrai report des magasins physiques qui étaient fermés vers le digital. Et donc du coup, la Redoute en a bénéficié. Oui. Donc oui, bien sûr le business et le collectif de l'humain qui a réussi à travers cette période à adapter tous ces changements et à réussir aujourd'hui les belles performances que connaissent la Redoute. Merci Anna. Alors tu as parlé d'humanité, Jérémy nous a parlé du fait d'apprendre sur soi-même, donc il y a aussi cette notion de quête de sens dont il a souvent été question et qui était important aussi de prendre en compte pour s'adapter à la crise justement. Franck, comment le marché s'est adapté à cette crise et quelles sont les adaptations pertinentes que tu as pu observer durant l'année 2020 ? D'accord. En termes d'adaptation à la crise, je crois que le maître mot cette année, en tout cas l'année écoulée, a été la flexibilité. Dès lors que le premier confinement est survenu, il y a eu une sorte d'instant de sidération du marché avec pas mal de craintes. Et très vite, les premières adaptations, elles ont dû être, en tout cas c'est ce qui est remonté de nos clients, de faire face à la logistique, aux défis logistiques. Ça a été un des premiers points, puisque aux alentours de mars-avril, on a eu peur qu'il y ait une implosion de tous les circuits logistiques. La deuxième adaptabilité, ça a été le mix marketing, avec le fait de privilégier les canaux à fort retour sur investissement. Et Awin, au travers de ses clients, a montré à la fois sa résilience et sa capacité de délivrer et de monter en charge. Il y a eu également probablement générée par la crise, une réponse à donner à une sorte de nouveau consommateur, en recherche de sens, de responsabilité sociale, environnementale, de nouvelles façons d'acheter, de privilégier les circuits courts. Et ça aussi a été extrêmement prégnant tout au long de l'année. Je suppose que tu y feras référence un peu plus tard. Après, les adaptations pertinentes qu'on a pu constater sur l'ensemble du network Awin et de ses clients, c'est plus de services aux clients. Livraison 24 heures, frais de port et retour gratuits, emploi de coursiers, créneaux de livraison raccourcis à la demande. Et donc, en fait, ce qui est revenu en force, c'est une vision et une approche beaucoup plus client-centric. Remettre le client au cœur des dispositifs, y compris dans la manière de l'adresser, avec l'émergence, ou en tout cas le fait d'avoir conforté l'influence marketing et le développement significatif du content de commerce. Merci Franck pour l'ensemble de ces éléments. Donc on retiendra sur les phénomènes d'adaptation, le circuit court, les fameux défis logistiques, tout ça à intégrer dans un mix marketing dans lequel on intègre de plus en plus les réseaux sociaux. Et en termes d'adaptation pertinente, je reprends ce que tu as évoqué, plus de services clients et un phénomène de client-centric, sans oublier cette fameuse quête de sens dont on parlait tout à l'heure.
Merci, merci Franck. Alors Jérémy, comment de ton côté chez Ambiance Sticker, tu as j'allais dire, concrétiser ces différentes adaptations. Comment, déjà, avant de parler de tes propres adaptations, toi, en tant qu'observateur du secteur e-commerce, comment le marché, d'abord, s'est adapté de ton point de vue? Et deux, quelles sont les adaptations pertinentes que tu as pu observer et quelles sont les adaptations que toi, tu as pu opérer donc, Jérémy, beaucoup de gens attendent ta réponse. Eh bien, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Avec cette crise, l'adaptation était le maître mot. Alors en mars, il a fallu s'adapter chaque jour en suivant les directives du gouvernement pour gérer les effectifs, marketing, production, logistique, gérer les budgets et la diffusion en fonction des messages d'alerte. Il fallait vraiment se tenir au courant de toute information. Le premier confinement a été un exercice nouveau avec beaucoup de questions. Avec ma direction, parfois on marchait dans l'inconnu. Mais au final, Ambiance Sticker a eu de très très bons résultats. Ensuite, il a fallu rester très observateur d'une saison e-commerce nouvelle. Les acteurs qui ont su rester présents pendant cette crise, qui avaient un site optimal, une offre qui répondait aux attentes et surtout un service client au top, ceux-là, ils ont pu se démarquer et connaître des croissances importantes. Alors, sur les adaptations pertinentes, clairement, est arrivé le télétravail avec, je dirais, un management en méthode agile. C'est-à-dire plus d'autonomie pour les équipes. Et grâce à ça, chacun s'est perfectionné dans son domaine. En termes de management, de nouveaux types d'échanges ont dû être mis en place. Il était aussi nécessaire de repositionner l'humain au cœur de nos métiers. Et le télétravail a aussi permis d'avoir du recul sur les sujets de fond de l'activité. Pour Ambiance Sticker, par exemple, nous avons mis en production notre nouveau site en septembre. Alors, ça avait été réfléchi justement au moment du premier confinement. Et on a mis en production notre nouveau site plus ergonomique, plus déco, plus fonctionnel. On le sait tous, le but de chaque e-commerçant est d'offrir une expérience utilisateur optimale. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec notre nouveau site pour Ambiance Sticker. Et aussi, c'est vrai, il y a eu beaucoup plus d'échanges grâce au télétravail. Les échanges ont été plus poussés avec les divers acteurs du e-commerce, ce qui a permis de comprendre mieux le travail de chacun et surtout en tirer des bénéfices pour faire évoluer l'activité dans ce temps de crise. Merci Jérémy. Ce que je retiens, c'est une expérience client optimisé en ayant un site web optimal, c'est-à-dire qu'effectivement il faut s'adapter, mais encore faut-il avoir les outils qui permettent justement d'être le mieux répondant possible, je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas répondre du mieux possible aux attentes des clients. Je remarque également que tu insistes beaucoup sur le télétravail et le management au sein des équipes, et c'est clé parce que ça veut dire, on s'est rendu compte également qu'il y avait eu une plus grande productivité de la part des équipes, et que cette productivité elle devait également s'accompagner d'une quête de sens, c'est-à-dire ok, je veux bien produire plus, mais encore faut-il que je sache pourquoi. Et dans le cas de ton activité, je rappelle que tu fournis des stickers pour pouvoir décorer son intérieur, donc il y avait un besoin de répondre à cette attente d'une clientèle qui était recentrée sur son lieu de vie. Et je retiens également la notion de solidarité entre les commerçants qui se sont effectivement regroupés, ou en tout cas qui ont beaucoup communiqué pour trouver ensemble des solutions afin de s'adapter au mieux à la crise et que cette adaptation soit la plus pertinente. Donc merci Jérémy. Anna, de ton côté chez La Redoute, comment, d'abord avant de parler de La Redoute, toi, quelle est ton observation au niveau du marché sur cette adaptation au niveau de la crise, et quelles sont les adaptations assez pertinentes que tu as pu voir émerger? Tu as évoqué aussi tout à l'heure l'expérience de La Redoute, qui a été une entreprise en difficulté, qui avait déjà eu, entre guillemets, un petit peu l'habitude de se remettre en question et qui s'est à nouveau remis en question dans le cadre de cette crise. Raconte-nous tout ça, mais avant de nous raconter tout ça, d'abord, comment le marché s'est adapté à la crise de ton point de vue, et ensuite, quelles sont les meilleures adaptations que tu as pu observer? Je pense qu'effectivement, le marché s'est adapté en fonction des nouveaux besoins. Les clients les clients, ou en tout cas les Français avaient un nouveau mode de fonctionnement, avec notamment le télétravail, le fait de rester beaucoup plus chez soi. Donc, on passait peut-être moins de temps
aller en magasin pour acheter des nouveaux vêtements. Par contre, on était beaucoup chez soi, donc on avait envie peut-être de redécorer son intérieur. Jérémy doit bien le connaître. On le connaît aussi parce qu'on vend beaucoup de meubles et de produits de décoration. Ça a été aussi le fait de faire soi-même. Donc, on faisait son pain soi-même. Donc, on avait besoin de machines à pain et d'autres produits électroménagers. Et voilà, et donc le e-commerce, derrière, ça a dû s'adapter aussi à tous ces changements et ces nouveaux besoins. À la Redoute, encore une fois, cette adaptabilité elle a été constante. On parlait aussi du télétravail. Encore une fois, c'est quelque chose, nous, on partait de loin, en toute transparence. Ça venait à peine de se mettre en place. Et là, en 48 heures, on a dû s'adapter, on a dû le mettre en place. Mais parmi presque les 2000 collaborateurs, tout le monde n'a pas pu être en télétravail non plus parce qu'on a toute la plateforme logistique, nos prestataires qui vont livrer. Et il y a eu, bien sûr, des fortes demandes. Donc là, ça a aussi dû une adaptabilité d'un point de vue protection sanitaire. On a dû revoir l'ensemble de la sécurité dans les entrepôts pour s'assurer de la protection de nos employés, de nos prestataires et des clients, in fine. Et après, ce qu'on constate aussi dans ce sujet d'adaptabilité, c'est que finalement, la réussite vient aussi de cette adaptation à ces tendances de marché. Et ce qu'on a constaté à la Redoute, c'est que finalement, c'était des directives qu'on avait déjà prises, sur lesquelles on avait déjà des directives fortes et presque une longueur d'avance. On parlait du mix marketing, bien sûr que les réseaux sociaux, l'influence sont des choses sur lesquelles on était déjà très présents. On a même pu se permettre à la fin du premier confinement de prendre la parole en télé à travers un film de marque pour travailler cette part de cœur et montrer le lien entre les familles et la Redoute de façon assez historique. C'est un film qu'on avait réalisé avec Géraldine Nakache qui est passé notamment à la télé et qu'on a pu se permettre de faire plusieurs vagues. Après, donc voilà, là c'est sur la partie mix marketing. Une des avancées aussi qu'on avait à la Redoute, c'est la marketplace. Finalement, on a vu que d'un point de vue distribution, c'était compliqué. La marketplace a été un très bon compensateur puisque on n'avait pas de stock porté. Donc on a pu aussi profiter de la distribution, mais aussi profiter de la complémentarité des produits. On parlait des gens qui avaient besoin de s'équiper chez eux, typiquement une partie d'électroménager, de l'high-tech. La marketplace le proposait, là où on ne l'avait peut-être pas nous en stock porté à travers nos marques internes. Un autre axe sur lequel on était déjà présent et qui a été fortement accéléré par cette période, c'est l'international. La Redoute est présent à travers l'international à plus de 6 filiales à l'international qui ont particulièrement bien performé. Donc c'était aussi un axe de croissance sur lequel on a beaucoup capitalisé. Et après, plus récemment, la Redoute a lancé récemment une plateforme de C2C qui s'appelle La Reboucle. Et ça aussi, ça fait partie des tendances qu'on a vues, finalement, une plus grande conscience des personnes d'un point de vue écologique, un rôle sur le panier moyen aussi des Français. Et donc, voilà, continuer à pouvoir développer des services qui répondent à ces besoins et qui s'adaptent à l'évolution du marché. Donc effectivement, voilà, je pense que la clé aussi, c'est, dans cette adaptabilité, c'est de capitaliser sur les forces qui sont déjà présentes. Merci Anna. Donc ce que je retiens aussi, c'est cette notion d'anticipation sur l'évolution du mode de consommation des Français. Et je dirais que autour de cette anticipation, il y a aussi l'anticipation sur les nouveaux moyens de communication qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Et puis anticipation sur une réalité sociologique. On parlait de quête de sens avec l'arrivée de La Reboucle que tu viens d'évoquer. Alors, on a beaucoup parlé de l'année 2020, mais l'objectif, c'est également d'avoir des perspectives sur l'année 2021. D'où cette dernière question. Franck, quels seraient tes conseils pour développer son activité e-commerce en 2021 ? Mon premier conseil, sans surprise, sera de faire confiance à Awin, qui accompagne ses clients dans leur démarche e-commerce, et notamment les nouveaux entrants sur le marché qui peuvent désormais profiter de l'offre Awin Access, qui est un all-in-a-box qui permet en quelques jours d'avoir une exposition significative en ligne. Le deuxième conseil, c'est que j'aurais tendance à donner, c'est de continuer la stratégie mobile. Notamment avec le lancement de la 5G, mais on voit depuis plusieurs années la part de plus en plus importante du mobile, de l'achat mobile dans le tunnel de conversion. Et le troisième point, eh bien, c'est, comme on l'a évoqué, de continuer
pour les marchands de la manière la plus sincère possible dans leur démarche RSE, responsabilité sociale, environnementale, sur les boucles locales, en tout cas sur la demande de nouvelles façons de consommer de la part des Français, réflexions qui sont probablement le fait justement de cette pandémie et du chamboulement global du monde. Merci Franck, je retiens le triptyque. Plateforme de performance type Ewin, stratégie mobile et responsabilité sociale et environnementale qui est extrêmement important, qui sont tes principaux conseils pour développer son activité e-commerce en 2021. Jérémy, de ton côté, fort de l'expérience que tu as pu acquérir ces derniers mois, quels seraient tes conseils pour développer l'activité e-commerce en 2021 ? Pour 2021, il y a tellement de choses à faire. C'est pour ça que nos métiers sont aussi galvanisants. Je dirais déjà travailler la fibre humaine au maximum et bâtir un projet e-commerce solide. Échanger avec tous les acteurs marketing afin de garantir une visibilité totale. Être curieux, échanger avec les collaborateurs et partenaires. Cela nous fait évoluer et développe les connaissances sur les composantes de chaque levier. Être passionné, être à l'affût de tout ce qui se fait dans l'univers digital. Travailler sans cesse son offre et son animation commerciale. Et là aussi, je rejoins Franck, et beaucoup plus qu'en 2020, il faudrait être mobile friendly et avoir une promesse client toujours meilleure. Et si vous me le permettez, je vais finir par une petite situation, une petite citation. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est effectivement un proverbe africain qui effectivement dit ensemble on va plus loin, seul on va plus vite. Et l'objectif c'est que nous soyons ensemble. Je retiendrai le mot humain. Il faut être tout simplement humain et faire utiliser les forces vives que tous ensemble nous pouvons représenter, y compris dans les activités du e-commerce. Merci à toi, Jérémy. De ton point de vue, Anna, quel est le conseil que tu donnerais aux acteurs du e-commerce pour bien évoluer sur cette année 2021 ? Je pense qu'à l'époque, on disait dans les années peut-être 80, 90 qu'il fallait avoir un produit unique qui était très bien. Aujourd'hui, c'est peut-être encore un peu le cas dans les technologies, mais en tout cas dans le milieu du digital, je pense qu'à l'inverse, il faut avoir un business model le plus diversifié possible pour pouvoir répondre à tous ces nouveaux enjeux et notamment pouvoir être le plus agile face à des périodes comme on est en train de la vivre. Si je fais le rapport avec la Redoute, finalement, c'est là-dessus aussi qu'on a pu bénéficier, sur lequel on a pu s'appuyer. La première chose, c'est qu'on a le prêt-à-porter et le meuble, la déco. Et donc, c'est vrai qu'on a déjà une hybridation de notre business model entre aussi, dans un second niveau, nos marques internes et la marque externe. Donc, on a des produits qui sont fabriqués chez nous, d'autres qu'on va acheter. Et enfin, on va encore plus loin dans cette hybridation puisqu'on a rajouté la marketplace. Donc, c'est vrai que ça permet encore une fois de capitaliser sur l'ensemble de cette offre et pouvoir jongler aussi là-dessus. Après, je l'ai mentionné, on peut aussi s'appuyer de l'international. Aujourd'hui, l'international représente une part très importante dans le chiffre d'affaires. La Redoute l'a bien constaté là, ces derniers temps que c'était plus que stratégique et donc ils mettent davantage le poids du corps là-dessus pour encore favoriser cette croissance à travers le développement à l'international de la Redoute. Et après, d'autres services, la Redoute se veut être pour mission d'être la plateforme lifestyle préférée des familles. Et dans la plateforme, il y a tous les services qu'on propose pour les clients. J'ai parlé du C2C et bien sûr, il y en a d'autres, toujours dans un objectif de pouvoir mieux répondre à tous ces enjeux et tous ces besoins d'un point de vue client. Donc voilà, je dirais effectivement pour moi, la réussite sur 2021, c'est d'avoir un business model le plus hybride possible, de pouvoir vraiment diversifier son business model pour pouvoir toujours s'adapter à ces changements et pouvoir avoir plusieurs cordes à son arc en fonction de comment le marché évolue et le contexte du marché va évoluer sur l'année 2021. Donc je retiens diversité technologique, j'allais dire même humaine, hybridation également, sans oublier l'agilité auquel tu as fait référence, l'international et ne pas hésiter à tester aussi ou développer des nouveaux services.
Et j'aime beaucoup le nom, donc je le répète, La Reboucle. C'est un exemple justement de cette volonté de diversification, d'agilité et d'hybridation également, et puis bien sûr de proposer des services nouveaux. Merci Anna. Merci Jérémy. Merci à toi et merci Franck d'avoir participé donc à cette première émission de l'année 2021 consacrée au bilan 2020 de e-commerce et des perspectives pour cette nouvelle année. Je vous dis à très bientôt et merci de continuer à nous suivre de plus en plus nombreux. Au revoir. Ainsi s'achève ce débat autour du bilan 2020 et des perspectives 2021 pour le secteur e-commerce. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Ewin et Didomi pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire opérationnel, l'IIM, Institut de l'Internet et du Multimédia du pôle Léonard de Vinci. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.